avec notre invité spécial, un invité très spécial. Il s'agit de Mohamed Diop. Bonjour, monsieur Mohamed Diop. Bonjour et merci pour cette invitation. Alors, vous venez d'écrire ce livre, ce document que je conseille à tous ceux qui veulent comprendre la problématique du franc CFA, la problématique du franc CFA dans ses rapports avec les pays africains, dans le rapport aussi complexe entre la France et les pays africains. Ce livre est intitulé « Des francs CFA et des banques ». J'ai lu ce livre le temps d'un week-end et j'ai été très heureux de le lire parce que pour une fois, on sort vraiment de l'idéologie, on sort de l'invective, on pose un problème dans ses facettes techniques et pour arriver à une conclusion sur la partie franc CFA, parce qu'il y a une première partie qui est en développement sur le secteur bancaire et il y a beaucoup de choses à dire dessus. Mais sur la partie franc CFA, moi j'ai retenu une phrase, monsieur Diop. Il me semble que vous êtes pour le franc CFA, mais c'est scandaleux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais par le temps qui court, on a plutôt l'impression que le franc CFA quand même va à l'encontre des économies africaines. Non, je n'ai pas dit franc CFA, ceteris paribus comme on dit en latin. Oui. Je dis franc CFA réformé. Ma grande conclusion, c'est que aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de la présence des hauts fonctionnaires du Trésor public au niveau de nos instances de décision monétaire. Du Trésor public français. Du Trésor public français. Ils ont, vous savez, à l'origine, oui, avant la réforme du temps de l'Institut d'émission d'Afrique noire, du temps de la BCAO au début des années 60, la France était représentée par ce qu'on appelait des censeurs. Oui, les censeurs. C'était des censeurs. Ils n'avaient pas la qualité d'administrateur. D'accord. Vous savez, dans les anciennes lois commerciales et bancaires, au niveau des gouvernances des entreprises, il y avait ce qu'on appelait des censeurs. C'était des gens qui n'intervenaient même pas au niveau des débats, qui avaient une voix continue, mais qui étaient là, un peu comme des commissaires qui surveillaient ce qui se passait. D'accord. Et qui ensuite faisaient un rapport à leur mandat. D'accord. Par la suite, avec les réformes, on a donc modernisé. Ces censeurs sont devenus des administrateurs. En fait, il y a un administrateur du Trésor au niveau de la BCAO. Au niveau de l'Afrique centrale, je crois qu'ils étaient deux, plus deux Camerounais. Mais dans notre zone, c'est un administrateur par État. Donc vous avez 8 administrateurs plus un administrateur français. Bon, à l'origine du fait de la faiblesse institutionnelle de nos États, beaucoup de choses étaient, disons, indispensables. Nous ne pouvions pas naviguer tout seuls. Il était donc tout à fait compréhensible que l'on permette aux Français d'avoir un droit de regard, avec toutes les conséquences que cela suppose. Mais progressivement, nos États, on y reviendra, qui avaient pris beaucoup de précautions au niveau des accords qu'ils ont signés, contrairement à ce que les gens pensent. C'est des accords de 1961. Exactement, on y reviendra, qui ont été modifiés plusieurs fois. D'accord. Modernisés et pour tenir compte du changement du contexte en matière de capacité institutionnelle, etc. Alors, le franc CFA, c'est une monnaie. C'est une monnaie commune, ce n'est pas une monnaie nationale, c'est une monnaie commune. Ce n'est pas une monnaie unique. Non, la monnaie unique, c'est autre chose. La monnaie unique, c'est une monnaie commune, un peu comme l'euro. C'est exactement pareil. À cette très grande différence près. Voilà. Vous dites le franc CFA ou les francs CFA? Oui. Je dis le franc CFA parce qu'il y a 3 francs CFA. Effectivement, oui. Il y a celui de l'Union monétaire ouest-africaine, celui de la communauté économique des États d'Afrique centrale, économique et monétaire, et ensuite les Comores. Elles sont régies par des réglementations quelque peu différenciées, notamment au niveau des comptes d'opération, comme je l'ai expliqué. Donc, c'est une monnaie qui a été créée au lendemain des indépendances, parce qu'auparavant, nous ne pouvions pas avoir notre propre monnaie. En fait, on avait une monnaie qui était en quelque sorte un pendant du franc français. Comme nous n'étions pas des États indépendants, nous ne pouvions pas avoir des banques centrales.
C'est pour ça que d'ailleurs, lors de la loi cadre, 1956. Voilà, la BAO, la Banque de l'Afrique occidentale, Oui. a été scindée en deux parce que la BAO était une banque privée mixte, banque centrale et banque commerciale. Bon, tout est expliqué dans mon livre, ça remonte. En passant, l'Union soviétique avait le même type de banque centrale, de même que ses satellites africaines comme la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry. Il y a une banque qui fait la monnaie. Donc quand vous entrez au guichet, on va vous dire banque centrale et à droite, on vous dit banque commerciale. Donc, on a été, donc, le processus de retour vers l'indépendance étant enclenché, on a changé le nom de la BAO qui est devenu l'Institut de mission d'Afrique noire et du Togo. D'accord. Chez nous. Non, l'Institut de mission de l'Afrique occidentale française, AOF, oui. Et du Togo. Le Togo étant un territoire sous mandat. En Afrique centrale, c'est Institut de mission d'Afrique équatoriale française et du Cameroun, qui était également un État mandat. Alors, donc il y avait une différence. Au lendemain maintenant des indépendances, on a créé deux banques centrales. Il y a eu la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest pour ce qui concerne l'AOF, oui. Et puis la Banque centrale des États d'Afrique centrale, BCEAC, pour ce qui concerne la CEMAC. Oui. Mais on s'est rendu compte très rapidement que la CEMAC ne pouvait pas avoir une banque centrale commune. Mais pourquoi justement ce problème? Alors, il y a une raison très simple à ça. Je disais que notre union monétaire, notre monnaie est plus solide que l'euro en ce sens qu'elle est assise sur une union monétaire. Vous parlez de CFA, Afrique de l'Ouest. XOF. XOF, effectivement. Okay? Oui. C'est le terme international. Effectivement. Et donc, nos banques centrales sont ipso facto garanties par la souveraineté des États, ce qui n'est pas le cas en Europe. L'une des raisons pour lesquelles l'Europe, jusqu'à présent, n'a pas encore eu une véritable union monétaire, c'est parce que, vous savez, il y a un bras de fer avec l'Allemagne. Lorsque la BCE a voulu émettre des obligations pour renflouer un peu les économies, sans création monétaire, l'Allemagne s'est opposée. Parce que ipso facto, le risque que prend la BCE est automatiquement garanti par les États. Et l'Allemagne, étant le plus gros contributeur de l'économie, ne voulait pas porter sur son dos ces milliers de centaines de milliards qu'on allait émettre et qui étaient donc des emprunts de l'Europe en tant qu'entité. Voyez. Or, nous avions déjà tout ça. Nous avons beaucoup d'avantages par rapport à l'Europe. Notre banque centrale est l'une des mieux gérées au monde, quoi qu'en disent les autres. Donc, nous avions notre monnaie. L'une des mieux gérées en termes de fondamentaux, de bilan. Monétaires, en termes administratifs, encore qu'en termes administratifs, vous vous souvenez qu'à un moment donné, Maître Wade avait dénoncé les avantages faramineux des cadres de la banque et du gaspillage, etc. Le message a été entendu. Parce que la Banque centrale, au niveau de la gouvernance, avait un conseil d'administration qui était compétent en matière de gestion de l'entreprise et en matière de politique monétaire. Voyez. Donc, quand elle se réunissait, elle traitait des problèmes administratifs, les comptes périodiques, la gouvernance, etc. Et après, on passait à un deuxième point de l'ordre du jour qui était la politique monétaire. Et c'est là qu'on arrêtait les fameux plafonds globaux, les plafonds des États, etc. Tout ça, c'était fait par la même entité, ce qui n'est pas bon. Donc il y a eu une réforme qui a introduit ce que l'on appelait le comité de politique monétaire, qui lui était compétent exclusivement en matière de conception, gestion et suivi de la politique monétaire. Et le conseil d'administration, sauf erreur de ma part, n'est compétent que en matière de gouvernance de l'entreprise banque centrale. Voyez, c'est la grande différence.
D'accord. Bon, alors, vous avez dit que la BCEAO est parmi les banques les mieux gérées au monde, mais moi, je dirais en termes d'intervention, de régulation et d'animation du marché, j'ai plutôt l'impression que c'est une banque statique. Quand je vois la quantitative easing que fait la BCE, le rachat des actifs, comment la BCE a fait depuis 2008 pour maintenir le marché en vie. Vous pensez que la Banque centrale ne fait pas ça? Je pense que la BCE en matière d'anticipation et de dynamisme quand même, nous a montré qu'elle va beaucoup plus loin que la lutte contre l'inflation. J'ai l'impression que la Banque centrale se cantonne à un rôle qui est simplement la maîtrise de l'inflation, la lutte contre l'inflation, et à mon avis, le rôle de la Banque centrale doit aller au-delà. Je suis désolé, je m'inscris en faux. La Banque centrale, aucune banque centrale au monde n'est habilitée à faire du financement du développement. Les banques centrales sont là pour défendre la valeur de la monnaie et pour lutter contre l'inflation. Sauf la Fed, j'ai l'impression que la Fed intervient pour la croissance. Non, je suis désolé. La Fed ne finance pas les infrastructures, la Fed ne finance pas les entreprises. Mais elle stimule la croissance. Non, mais la Banque centrale fait la même chose. La Banque centrale, aujourd'hui, il y a plusieurs guichets au niveau du financement. Vous avez le guichet interbancaire, où les banques se prêtent de l'argent. Vous avez le guichet monétaire, où la Banque centrale fait des appels d'offres et des offres d'achat. C'est à peu près la même chose. C'est simplement l'instrument qui est utilisé qui est différent. En Europe, comme je vous l'ai dit tantôt, on a voulu émettre des obligations de la Banque centrale et l'Allemagne s'y oppose. Alors, ils ont trouvé une astuce. Ils achetaient des obligations auprès des entreprises qui avaient dans leur portefeuille des obligations, ils les ont achetées et en contrepartie, les entreprises recevaient de l'argent. Vous voyez, c'est ça la différence. Mais il y a autre chose. La Banque centrale, tous les jours, au moment où je vous parle, ils ont une salle de marché. Tout à fait. Ils suivent l'évolution de toutes les currencies, de toutes les devises. De toutes les devises. Effectivement. Parce que ce que les gens oublient, les gens ne pensent qu'au compte d'opération. Mais le compte d'opération, ce n'est qu'au on va y arriver. Non. Mais par rapport à l'anticipation et au dynamisme, quand on voit la BCE injecter, bien sûr, toute proportion gardée, 80 milliards par mois pour soutenir. Elle faisait face à une crise. Oui. La Banque centrale a fait face à une crise du temps pour le Sénégal où Adignan était à la Banque centrale. Oui. Et la Banque centrale a ouvert les vannes. À l'époque, nous n'avions pas de bourse de valeur. On avait, à l'époque, si vous lisez la... Les avances statutaires. Non, attendez, si vous lisez la loi bancaire de l'époque, oui. Elle englobait tout, la monnaie et la finance, le régime des agents de change, le régime des bourses, etc. Donc, c'est un des arguments forts que je développe pour dire que nous ne sommes pas restés statiques. Après la crise bancaire, après la dévaluation, on s'est rendu compte qu'il y avait un maillon faible. Parce que dans nos États, on ne faisait pas la différence entre la banque, la monnaie et la finance. C'est trois choses différentes. Chacune a sa réglementation, chacune a sa façon de faire. Et donc, les agents économiques n'avaient comme source de financement que la monnaie et la banque. La monnaie, qui était donc prêtée, comment dirais-je, aux banques, qui elles-mêmes le prêtaient au privé. Et on a dit qu'il fallait créer un marché monétaire, un marché financier. Oui. Parce que le marché monétaire, ça existe. Tout à fait. Ça existe. Tout à fait. Et même, je dirais, il y a un marché comment dirais-je, des TCN, oui. N'est-ce pas? Oui, qui est un marché où vous pouvez vous financer. Tout à fait. Mais ça, les gens l'ignorent, parce que si vous n'êtes pas banquier, alors Oui. donc, on a dit, on va créer une bourse des valeurs, qui est un organisme privé, mais qui est réglementé
par le TREP FM. Tout à fait. Ensuite, on ne s'est pas arrêté là. Dès 1970, on a créé la bourse BOAD. Créée récemment, je dirais en 98. Oui, mais auparavant, oui. On a créé la BOAD. Oui. D'accord. La Banque ouest-africaine de développement. D'accord. Les banques centrales dans le monde ne prennent pas de participation, mais on a créé la BOAD, qui aujourd'hui, bon, c'est pas aujourd'hui, c'est l'une des meilleures banques régionales de développement. Tout à fait. Je dirais même qu'elle est mieux gérée à bien des égards que l'autre qui se trouve dans un pays voisin. OK? Donc, on ne peut pas dire que la Banque centrale n'a pas joué son rôle. Je disais tout à l'heure que la Banque centrale, attendez, c'est très important, la Banque centrale a une salle des marchés. Ce n'est pas une salle de marché qui va regarder les transactions sur les devises qui sont déposées au compte d'opération, mais sur les devises qui sont comptées dans de nombreuses autres institutions bancaires dans le monde. Parce que les gens pensent que toutes nos devises, c'est la France qui les a. C'est faux. Je pense que ceux qui le pensent, il y en a qui le pensent, mais dans votre domaine, chez les il suffit de regarder les statistiques. Ils ne sont pas nombreux à penser ici. Je pense que plutôt, par rapport à la Banque centrale, il y a quand même cette fonction de gardien un petit peu de l'inflation qui l'emporte sur toutes les autres fonctions. Mais si toutes les banques centrales fonctionnent de cette façon... Par exemple, le fait qu'il n'y ait pas de marché quasiment secondaire ici, le marché interbancaire... Non, je suis désolé, il y a un marché interbancaire... Il existe, mais il n'est pas animé. Non, qu'est-ce que vous en savez? Vous n'êtes pas banquier? Mais je ne suis pas banquier, mais je sais que... Je suis désolé, moi j'ai été banquier. Non, je suis désolé. J'ai été banquier, moi je peux vous dire que lors de la crise de 1994, j'étais aux manettes à la BIAO. Tous les jours, c'était une gymnastique lorsque on revient de la compensation. Quand vous êtes débiteur à la compensation et que votre encaisse à la Banque centrale ne vous permet pas de couvrir, qu'est-ce que vous faites? D'abord, vous appelez la maison mère à l'époque. Vous appelez vos correspondants bancaires où vous avez des petites cagnottes ça et là et vous les mobilisez. Si ce n'est pas suffisant, qu'est-ce que vous faites? Vous vous adressez aux collègues. Aux collègues. Et ça se faisait au téléphone. Tout à fait. Moi, je prends mon téléphone, j'appelais Babacar Ndoye, qui était un homme très difficile, mais c'était l'une des banques les mieux gérées, il avait toujours de l'argent. Et je lui dis, Babacar, j'ai besoin d'1 milliard pour 24 heures. Oui. On discute des taux, et puis il me dit, je vous envoie le virement. Oui. Et le lendemain, je présente ce virement à la compensation, on me paye. Donc, le marché était très animé. Mais les acteurs n'étaient pas nombreux. Les acteurs, c'était essentiellement les anciennes banques coloniales. BIAO, B6, Société Générale, Crédit Lyonnais. Mais aujourd'hui, en 2018... Aujourd'hui, ça existe, je suis désolé. Non, mais ça existe, mais ça n'a pas évolué. Moi, je parlais récemment à des banquiers qui se plaignaient du fait qu'il n'y a pas une très grande animation de ce marché-là. Non, ça dépend. C'est-à-dire que, cher Michel Wade, du temps où j'étais à la BIAO, il y avait 4 banques qui contrôlaient 80% du marché. On était comme une famille, c'était une espèce de oligopole. On discutait entre nous, on se prêtait de l'argent entre nous. Si ce n'était pas entre la B6 Sénégal et la BIAO Sénégal, c'était entre la BNP et la BIAO Maison Mère. La BIAO Maison Mère peut pas aller au Cameroun, au Tchad, pour dire à sa filiale, vous avez un excédent de liquidité, je vous le prends et je le prête à la BIAO Sénégal. Mais c'est des transactions de 24 heures à une semaine maximum. Donc, il y a un marché très florissant. Maintenant, à l'époque, nous avions tous les crédits, toutes les opérations bancaires étaient consortialisées. On s'était partagé le marché. Moi, j'avais le secteur de l'énergie, j'avais la Sénélec et j'avais les pétroliers. J'étais le chef de file. Qu'est-ce que ça veut dire si vous êtes chef de file? Vous faites toutes les opérations, toutes les transactions, et ensuite vous faites des appels de fonds, vous distribuez. Par exemple, j'ai raconté la problématique des cargos d'hydrocarbures
des tankers qui, chaque mois, c'était un problème. C'était un défi. C'était un défi financier pour l'État. Colin nous appelait dans son bureau, il fermait, il dit, bon, écoutez, Babacar, combien tu peux mettre? Il dit Jean Colin. Jean Colin, l'ancien qui était secrétaire général de la présidence, et même du temps où il était aux finances, Diop, combien tu peux mettre? Il dit à la Citibank combien, à la BCC combien vous pouvez mettre, Crédit Lyonnais. Il y en a qui disent non, d'autres disent oui, mais je ne peux pas mettre autant. Donc il y avait toute une gymnastique parce que c'est l'époque où après les crises, les banques ne se faisaient plus confiance. Moi, je ne pouvais plus prendre mon téléphone pour dire Babacar, prête-moi de l'argent. Il va me dire, va te faire voir. Tu es sur le point de faire faillite. Oui, parce qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle... Mais aujourd'hui, laissez-moi continuer. Aujourd'hui, vous avez les TCN, le titre de créance négociable. Oui. C'est un marché, c'est un sous-marché bancaire qui est animé principalement par la BOAD. Oui. Par la BOAD. Oui. Et l'une des banques qui est très dynamique en la matière, c'est la BRM. La Banque régionale de marché. Tout à fait. Bon. En même temps, il y a le marché des obligations, tout à fait. Le marché des notes. Tout à fait. Vous savez que au niveau, vous avez les notes qui sont à 2 ans, les bons du Trésor à 5 ans et les obligations qui sont de 7 à 10 ans. Donc, il y a un marché virtuel réel. Le marché est là. Oui, il est là, mais ne me dites pas qu'il n'existe pas. Non, je n'ai pas dit qu'il n'existe pas, voilà. Je dis qu'il est faiblement animé. Non, il n'est pas faiblement animé. Et dernièrement, il y a des restrictions d'ailleurs. Non, il n'y a pas de restrictions. Il y a des restrictions, effectivement. Non, il n'y a pas de restrictions. Pour l'accès au guichet central, pour le refinancement, pour les banques. Non, ça c'est le refinancement, c'est différent. Ce dont je parle... Et les banques s'en plaignent au niveau de la banque centrale. Mais les banques veulent trop de facilité aussi. Il faut dire la vérité. Moi, quand je suis arrivé à la BIAO, j'ai eu un déjeuner avec M. Althusser, avant que je prenne fonction, comme DGA. Alors, pour moi, j'ai géré pour le compte de la Banque mondiale beaucoup de banques de développement. Je savais que la problématique des banques, c'est la trésorerie. Il faut avoir du liquide en permanence. Si vous prêtez trop et vous avez des crédits immobilisés qui dépassent un certain montant, petit à petit, votre liquidité est asséchée. D'ailleurs, vous parlez dans ce livre de la crise de 1984. Mais c'est de là que ça vient la crise. Or, la crise a été retardée par la Banque centrale, parce que j'ai interrogé d'anciens de la Banque centrale, mais à Dignan, quand il y a eu la crise, j'ai appelé mon trésorier qui était à la compensation. Mais Monico, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a rejeté tous nos chèques tirés sur d'autres banques par... Il me dit, Monsieur Diop, vous savez, c'est la première fois que la Banque centrale nous pose des questions. Elle prenait tout ce qu'on présentait. Tout ce qu'on présentait. Vous savez comment se passe la compensation. Les banques tirent entre elles et ensuite les soldes, soit créditeurs ou débiteurs. Et ultérieurement, des années plus tard, j'ai interrogé des anciens de la Banque centrale. Ils m'ont dit qu'à l'époque, la Banque centrale était arrivée à la conclusion que si elle ne fermait pas les yeux, si elle ne laissait pas les banques disposer de liquidité, tout allait s'arrêter. Tout allait. Et Adignan, c'est lui qui a sauvé le Sénégal de la crise. Voilà. Donc la politique accommodante a été inventée par la BCEAO. Oh non, c'était plus qu'une politique accommodante, hein, parce que c'était exagéré, parce qu'on refinançait des non-valeurs. Oui. Et le jour où, au Mali, on a dit au Mali, bon, avant que vous n'entriez, on va faire le nettoyage de votre portefeuille de la Banque centrale du Mali, ça a été fait, on a enlevé tout ce qui est cancéreux. Les créances toxiques. Oui. Toxiques, on dit voilà, maintenant vous êtes zen, vous êtes clean, vous pouvez intégrer. Et donc le bilan de la Banque centrale du Mali a été intégré à celui de la Banque centrale avec uniquement des crédits sains. Alors les Maliens ont dit bon, écoutez, soit. Mais vous savez, nous ne sommes pas les seuls à être dans cette situation. Nous savons ce qui se passe au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Cameroun notamment.
Donc, vous allez faire la même opération dans chaque pays. Et c'est ce qui a été fait. Et du jour au lendemain, très tôt le matin, on m'a appelé au téléphone pour me dire, Diop, préparez-vous. Donc là, on va rejeter tout et vous revenez après. Effectivement, là c'était la crise de 1984. Et ce qui est intéressant avec vous, M. Diop, c'est que vous faites un lien entre franc CFA et banque. C'est vraiment très intéressant, c'est un angle nouveau. Mais on parle du franc CFA souvent sans faire ce lien. Mais justement, à propos du franc CFA, là vous parlez de deux crises. De 1984, c'est la crise bancaire. 1994, c'est la dévaluation. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Nous avons vécu une dévaluation très douloureuse en 1994. Quel bilan tirez-vous de cette dévaluation? Est-ce que vous pensez que le procédé qui a été utilisé n'était pas assez suffisant pour nous dire que le franc CFA n'est pas une monnaie, n'est pas la nôtre, n'est pas une monnaie africaine? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce qui se passait, c'est qu'on était dans une situation macroéconomique extrêmement dangereuse. Les États étaient surendettés, les déficits budgétaires étaient intenables, les balances commerciales étaient déficitaires, les balances de paiement étaient déficitaires. Et dans tous les pays du monde, vous avez entendu ce qui se passe en Argentine. Dans tous les pays du monde indépendants, c'est la planche à billets. Le Brésil, l'Argentine, la Thaïlande, à bien des égards la Chine, ont financé tout le développement par ce qu'on appelle déficit financing. L'État s'endettait à mort, les entreprises s'endettaient à mort, mais c'est des emprunts internes qui étaient donc couverts par la monnaie locale. Mais de ce fait, cette monnaie, ces contreparties ne sont pas saines. D'abord, il n'y a pas de contrepartie suffisante en devise. Et l'autre contrepartie dont on ne parle pas, les gens se focalisent sur les devises. Mais la contrepartie la plus importante d'une monnaie, c'est des crédits à l'économie. J'ai l'impression que c'est la Banque centrale qui se focalise sur les devises, parce que c'est elle qui fait la gestion des réserves de change, sa principale règle. Non. Les concours à l'économie dans nos zones sont très faibles. Non, les concours à l'économie, encore une fois, il ne faut pas faire la politique de la fuite en avant. Vous savez, moi j'ai travaillé à la SONEPI pour l'assistance au PME. J'ai été banquier central. Vous savez, il est extrêmement difficile de faire du crédit aux entreprises, notamment aux entreprises nationales. Il en est de même d'ailleurs aux entreprises multinationales. Mais à la différence des entreprises nationales, les entreprises multinationales étaient couvertes par les banques, par des contre-garanties au niveau des maisons mères. On nous donnait ce que l'on appelait une lettre de confort. Est-ce que vous saviez qu'à l'époque, moi qui vous parle, la BAO m'a prêté de l'argent pour construire ma maison, un prêt au personnel. J'ai exigé de ne pas emprunter ici, ce que j'ai regretté d'ailleurs. La BAO, la France m'a prêté de l'argent elle a contre-garanti la BAO Mali qui m'a prêté des CFA. Et moi, j'ai donné une hypothèque sur ma maison. Et quand le groupe BAO a fait faillite, on avait fait une saisie conservatoire sur ma propriété. Parce qu'à l'époque, c'était dans les deux sens. Nous, banques ici, on pouvait prendre des hypothèques en France, comme les banques en France pouvaient prendre des hypothèques chez nous. C'était un système très intégré. Alors, on était arrivé à une situation où le compte d'opération, à cause des déficits budgétaires et des facilités faites au Trésor, vous savez, les Trésors, ils avaient une facilité de caisse qui était équivalente à 20% de la moyenne de recettes fiscales de l'année passée. C'est ce que vous expliquez bien aussi dans... Exactement. Mais il y a autre chose. Il y a des prêts que la Banque centrale faisait hors plafond, ce que l'on appelle l'enfer et le super enfer. C'était des facilités qui avaient des taux d'intérêt avec des taux d'intérêt usuraires. Mais ça se faisait en catimini, entre chefs, etc.
Alors d'ailleurs, je vais vous donner une anecdote. Quand Wade a pris le pouvoir, l'histoire de Hydro-Québec, quand il a fallu rembourser Hydro-Québec parce que la privatisation, il y a un jeune ministre que je ne nommerai pas, qui a ouvert sa grande gueule, qui a dit non, il n'y a pas de problème, les 40 milliards, la Banque centrale va nous les donner. Mais ça a été catastrophique. Vous savez, le Togo, le Mali, le Dahomey à l'époque, ou Bénin, tous ces petits pays, ils se plaignaient parce qu'ils avaient un mode de vie assez raisonnable. Le déficit budgétaire était gérable, ils importaient très peu de caviar, de fromage et de champagne, et ils disaient entre eux, mais le Sénégal et la Côte d'Ivoire, vous vivez sur notre dos, vous vivez au-dessus de vos moyens. C'est pour ça que la dévaluation a été un exercice ardu. Parce que s'il fallait faire une opération juste, il fallait faire des taux différenciés. C'est peut-être ce qui a été fait, avec peut-être une pondération. Pour le Sénégal, il fallait dévaluer à 100%, Sénégal, Côte d'Ivoire et Cameroun, parce que c'était la dèche. Vous allez au Togo, au Bénin, et en Haute-Volta de l'époque, mais il faut dire la vérité. Ce n'est pas des gens qui gaspillent, ce n'est pas des gens qui te portent des grands bobos à 100 000 francs ou des costumes à 200 000 francs. C'est des gens qui vivaient d'une manière tout à fait raisonnable. Donc, cet exercice, bon, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais à mon avis, il a dû y avoir un marchandage. Bon, pour le Comore, comme ils ne faisaient partie d'aucun grand ensemble, eux, on a dévalué pour 30%. Chez nous, on a pris 50% globalement. Mais peut-être qu'en Haute-Volta, ça aurait dû être 20%, au Bénin, peut-être 10%, etc. Vous voyez, c'est ça la difficulté aussi d'une monnaie commune. Mais on était arrivé à un stade où, en même temps, au niveau des devises, les déficits commerciaux étant ce qu'ils étaient, les prix des matières premières étaient aussi extrêmement bas. Le terme de l'échange, comme disait Senghor, c'était dégradé. Donc, on était au pied du mur. Il n'y avait plus de croissance. Donc, il fallait faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose pour le bien de l'ensemble de l'union monétaire, des unions monétaires. D'accord. Bon. Et les pays qui vivaient au-dessus de leurs moyens, qui géraient mal, parce que le Sénégal, nous avons une politique budgétaire. Le Sénégal n'avait qu'une politique des salaires. J'en connais un moi qui vous parle, je peux vous le confirmer. À chaque fin du mois, j'avais les comptes de l'IPRES, j'avais les comptes de la Caisse de sécurité sociale, j'avais les comptes de la Sénélec, j'avais les comptes de la SAR, il y avait plein de fric dedans. Chaque fois que l'État se trouvait en dèche, on nous mettait à contribution. Est-ce qu'aujourd'hui le Sénégal a une politique, entre parenthèses, est-ce que le Sénégal aujourd'hui a une politique budgétaire? C'est tout l'objet de mon livre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un raisonnement ceteris paribus. Ce que je reproche aux détracteurs du franc CFA, c'est qu'ils font comme si ce qui existait et qui avait une forte causalité est le même aujourd'hui. Non, c'est faux.